Bonjour, bienvenue dans la matinale. Cet artiste, Victor Vasarely, a marqué l'histoire de l'art du XXe siècle. Celui qui a été considéré comme le maître de l'illusion. Eh bien, à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort, la Fondation Vasarely lui consacre une exposition. Nous allons en parler en détail avec le petit-fils, Pierre Vasarely. Bonjour. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous pour nous parler de l'op art et puis de tout ce qu'a inventé votre grand-père. Il était gentil, votre grand-père, vous l'avez bien connu, hein? Oui, alors c'était un grand-père attentionné, mais également et surtout un partenaire de jeu. J'aurai l'occasion d'y revenir peut-être plus tard. Avec plaisir. Pierre Vasarely, est-ce que vous avez eu l'occasion de monter les marches ou votre grand-père, tant que quand même ça fait partie des personnages hein, qui auraient pu monter les marches? Oui, alors mon grand-père, je pense qu'il les a montés dans les années 60. Quant à moi, dans les années 90, 95, à l'occasion d'une journée, oui. D'une projection? Mm-hmm. Vous aimez le cinéma? J'adore le cinéma. Malheureusement, je suis toujours en attente, effectivement, de trouver le moment, le temps de m'y rendre. Et je souhaiterais y aller davantage, mais je souhaiterais actuellement aller voir le film Aurore. Mais effectivement, c'est un gros déficit que j'ai actuellement. C'est vrai. La fondation Vasarely vous occupe. La fondation est très prenante, effectivement, mais je devrais trouver le temps, malgré tout, de m'y rendre davantage. Très bien. Pierre Vasarely, merci d'être avec nous pour nous parler de votre grand-père et surtout de l'œuvre qu'il a laissée, que vous mettez en valeur, que vous entretenez au sein donc de la fondation Vasarely. Alors, on va faire un bond en arrière. Nous sommes en 1970, le 6 juin, et c'est le jour de l'inauguration du château de Gordes dans le Vaucluse. Regardez. Le château de Gordes ne sera plus un vestige du passé, mais un musée d'art moderne, car c'est aujourd'hui à 17h que Madame Pompidou a inauguré le nouveau musée de Victor Vasarely. Pour Vasarely, l'inauguration du musée de Gordes, c'est le premier pas fait vers la réalisation de son grand projet, la Fondation Vasarely. Le château de Gordes, forteresse médiévale restaurée sous la Renaissance, abritera désormais l'œuvre intégrale du maître de l'op art. Certains pourraient être choqués de ce mélange de styles. Aussi avons-nous demandé à Vasarely si le mariage était possible entre son univers optique et un lieu ancestral. La question que vous m'avez posée en ce qui concerne le mariage des deux styles, n'est-ce pas? Je crois que je n'avais pas à m'en occuper. C'est le public qui jugera est-ce qu'il est satisfait, comment le voir, une œuvre ultra-moderne dans un lieu ancestral. Pierre Vasarely, c'était un lieu important pour votre grand-père, parce qu'il aimait surtout la lumière de la Provence, qui l'a beaucoup inspiré. Oui, en fait, mes grands-parents ont découvert la Provence en 1948 et c'est fort de cette découverte et en étant tombés amoureux du village, de la luminosité de cette région, de ce territoire, eh bien qu'ils ont imaginé effectivement la première étape de cette fondation avec l'inauguration de ce château restauré par eux-mêmes donc à la fin des années 60. Qui a été longtemps fermé au public? Alors ce château est le point de départ de l'histoire de la Fondation, puisque quelques mois après l'inauguration, eh bien, la Fondation a été reconnue d'utilité publique, et donc jusqu'en 1996, eh bien, ça a été le lieu de monstration de tout l'œuvre peint, où vous pouvez découvrir effectivement ces premiers pas des années 30 aux années 70, première étape donc de cette Fondation, avant bien évidemment la réalisation du centre architectonique d'Aix-en-Provence. Oui, dont on va parler et qu'on va voir tout de suite. Il a été inauguré par Jacques Chirac et Claude Pompidou qui était là aussi. Hein. Donc c'est au Jas de Bouffan, juste à côté d'Aix-en-Provence. Nous sommes le 14 février 1976. Je crois que l'homme qui a besoin de respirer de l'oxygène, de manger des vitamines et des protéines, n'est-ce pas, il a également besoin d'avoir une satisfaction pour l'œil. La fameuse phrase d'Éluard qui disait « donner à voir », je crois, devient une réalité aujourd'hui. Cet après-midi, donc à 15h, en présence de nombreuses personnalités, Monsieur Jacques Chirac, Premier ministre, accompagné de Madame Pompidou et Michel Guy, secrétaire d'État à la Culture, marquaient de leur présence cette inauguration. Évidemment, une très très grande admiration. L'extraordinaire capacité d'intégration que M. Maître Vasarely a
marquée dans cette exposition est tout de même tout à fait étonnante et je dirais extrêmement prometteuse pour l'avenir de l'homme, pour l'avenir de l'architecture, pour l'esthétique et probablement plus généralement pour le bonheur. Je trouve que c'est extrêmement réconfortant. Pour le bonheur, pour le bonheur des yeux. Vous étiez présent, Pierre Vasarely? Alors j'étais présent à l'inauguration du centre d'Aix, malheureusement pour 70 et Gordes trop jeune et encore à l'école, mais j'ai pu effectivement me rendre à l'inauguration du centre d'Aix avec encore plein de souvenirs et d'images plein les yeux. Oui. Alors une architecture extrêmement originale, on parle d'architectonique. Architectonique, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est tout le projet donc architectural de Victor Vasarely qui est mis en lumière à travers ce site qui a été complètement bâti, complètement construit en fonction donc des idées théoriques de Victor Vasarely, qui a remis donc à ses architectes, Jean Saunier et Dominique Ronceret, plans et maquettes afin qu'ils mettent en volume son projet de cité polychrome du bonheur. Avec des alvéoles, c'est-à-dire que c'était une œuvre, des œuvres dans l'œuvre, tout fait partie intégrante. Oui, ce sont effectivement 42 panneaux intégrés donc dans les murs eux-mêmes du bâtiment, qui en fait a été reconnu comme tel. C'est-à-dire qu'en 2013, le bâtiment a été classé monument historique, dans la mesure où effectivement l'ensemble était totalement intégré, bâtiment et œuvre à l'intérieur. Donc ces 44 œuvres monumentales permettent effectivement de mettre en valeur, mettre en application ces théories d'un art architecturé. Alors un avant-gardiste, votre grand-père, avant l'heure, il avait prévu que l'ordinateur allait bouleverser le monde de l'art, entre autres. Il aimait à la fois la nature et aussi les sciences. Il était très intéressé par le monde en mouvement. Oui, alors je dirais davantage peut-être visionnaire et utopiste. Ne pas oublier surtout d'où vient Victor Vasarely et ses études, puisqu'il a donc eu 2 années de formation au Bauhaus de Budapest, qui s'appelait le Műhely, qui signifie l'atelier, entre 1928 et 1930, et qui lui a permis effectivement de mettre en pratique le don qu'il avait déjà pour la peinture. Et ensuite, dès son arrivée à Paris, il a été reconnu comme étant un grand publicitaire qui a pu effectivement mettre en avant un certain nombre de ses qualités et faire en sorte que ses recherches du moment puissent être ensuite utilisées pour ses recherches polychromes futures. Vous disiez publicitaire, il était engagé chez Havas, il a fait des... Oui, il a été effectivement recruté dès 1930 par trois agences de l'époque, Havas, Dräger et De Vambèze, et il a été notamment reconnu comme étant un des très grands publicitaires pour les grandes marques pharmaceutiques, mais il a également travaillé pour L'Oréal, pour Air France, pour la SNCF. Jusqu'à 1939, il était représenté comme étant un des grands dessinateurs dans le monde publicitaire. On lui doit le logo de Renault, je crois. En 1972, en collaboration avec Yves Aral, donc mon père également. Donc un des nombreux logos effectivement qu'ils ont et qu'il a pu réaliser. Mais c'est vrai une belle image qui jusqu'en 92 a porté en quelque sorte la marque Renault. Le logo actuel étant une représentation en quelque sorte de ce qu'il avait mis en place en 1970. Ah bon. Voilà, signé Victor Vasarely. Alors un parcours quand même atypique, vous avez parlé de son don, mais au départ il fait des études de médecine. Bizarre. C'est bizarre, mais encore une fois, grâce au don qu'il avait, grâce à cette année ratée de médecine, ça lui a permis effectivement d'être tout de suite dans le ton, dans ses recherches et dans ses travaux publicitaires. Alors parlons de l'œuvre. On a vu quelques tableaux qu'on peut voir actuellement toujours dans les collections permanentes de la Fondation Vasarely que vous présidez. À partir du 2 juin, il va y avoir une exposition exceptionnelle. Dites-nous. Alors, à partir du 2 juin, en fait, nous avons une exposition liée à l'œuvre d'une artiste allemande qui s'appelle Vera Röhm et qui présente effectivement l'intégration de son travail dans l'architecture contemporaine. Mais nous avons, en cette année 2017, porté 3 projets d'exposition en collaboration avec les musées Vasarely en Hongrie, ceux de Pécs et ceux de Budapest. Sa ville natale, je crois. Tout à fait. Qui permettent effectivement de montrer que ces 2 musées hongrois sont en relation permanente avec notre des échanges des œuvres importants. Donc c'est effectivement très 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 important pour nous. Et également l'exposition que nous avons portée l'année passée pour les 40 ans du centre d'Aix, mais également les 110 ans de la naissance de Victor Vasarely, que nous avons organisé sur 3 sites sur le territoire, à savoir le musée Voulant à Avignon, le musée de Gordes, le château de Gordes dans le Vaucluse et le centre d'Aix. Et effectivement, nous avons pu présenter plus de 350 œuvres originales
original donc de l'artiste sur un vaste panel de ses recherches. Combien d'œuvres actuellement dans la collection permanente? Alors actuellement, nous avons les 42 œuvres monumentales et nous sommes en train de mettre en place une collection liée à des œuvres beaucoup plus anciennes, à des sculptures également monumentales qui viendront compléter en quelque sorte cette collection permanente. Vous dites que votre grand-père a fait des sculptures aussi alors, c'est ce que j'entends? Oui. Très bien. Des sculptures, de nombreux dessins, des programmations, des multiples, des œuvres originales. Donc c'est tout un travail également, tout un pan de recherche que nous avons lié au catalogue raisonné de l'œuvre, puisque c'est dont vous êtes responsable, puisque vous êtes le légataire universel. Tout à fait. On vient de parler de la pêche, Pierre Vasarely. Vous faisiez plutôt de la pétanque. Vous aviez vous jouiez beaucoup avec votre grand-père. Oui, Victor. j'étais effectivement le partenaire privilégié à qui on a appris à jouer aux boules, aux cartes, au billard, aux échecs. Et effectivement, à l'occasion de chacune de mes vacances, que ce soit à Gordes l'été ou en région parisienne pour les vacances d'hiver ou d'automne, eh bien j'étais là, présent pour répondre à la minute qu'il fallait pour jouer effectivement avec mon grand-père. Donc c'était des moments privilégiés que nous partagions à l'époque. Et des beaux souvenirs. De très beaux souvenirs. Oui. Alors je rappelle que vous avez créé avec lui cette fondation Vasarely que vous présidez aujourd'hui. Il avait la volonté de créer un centre social, c'est-à-dire ouvert à tous. Il y avait cette volonté aussi. Alors, cette volonté d'un art social, il l'a eu dès le départ, dès son enseignement qu'il a reçu donc au Bauhaus de Budapest, comme je l'indiquais précédemment. Et effectivement, en arrivant à Paris, il avait cette idée de créer, de construire une école qu'il a mis donc quelques années à mettre en place avec son épouse. Très important le rôle de Claire, son épouse, qui était artiste, qui malheureusement a dû, on n'en parle pas trop souvent, mais qui a dû arrêter son travail pour se consacré exclusivement à l'œuvre de son mari. Mais c'est vrai que une des missions premières de la Fondation Vasarely sera l'enseignement, sera le fait de faire partager, de donner à voir ce travail tout à fait original. Les statuts de 71 n'ont pas du tout changé, puisqu'effectivement il est question de collaboration très étroite avec les écoles d'art, avec les écoles d'architecture, avec les entreprises, les coloristes, les urbanistes, les architectes. Donc pour effectivement mettre en place ce projet de cité polychrome du bonheur, si visionnaire, si utopiste également, que Vasarely souhaitait mettre en place. Et donc vous poursuivez cette volonté avec des rendez-vous trimestriels. En un mot, vous accueillez le public avec des visites spécialisées autour d'une œuvre majeure. Exactement. Alors donc il y a ces visites qui sont organisées à travers de la médiation culturelle, mais également à travers des cafés cinétiques que nous organisons tous les trimestres. Nous avons de la danse contemporaine, de la musique contemporaine, des expositions, des conférences, des workshops. Tout fait sens en fait et répond vraiment au souhait de l'artiste effectivement de mettre en place toutes ces activités pour faire vivre ce lieu. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette matinale. Je rappelle qu'à partir du 2 juin, et on y reviendra, donc la Fondation Vasarely ouvre ses portes sur une exposition tout à fait exceptionnelle. Passez une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir.